partager nos réflexions autour de l'API économie. Et on a invité, on les remercie d'être là, une start-up qui nous fera partager sa solution, quelques démos Craft AI. On aura 3 présentations, donc on va essayer d'être assez court. Vous pourrez poser des questions à chaque... c'est interactif. Hein. Donc moi je vais commencer par un peu positionner à notre humble avis qu'est-ce que c'est que l'API économie. Et puis après vous aurez un peu plus métier, un peu plus techno, des approches autour du sujet API. Sachant que l'API c'est quelque chose aujourd'hui qui prend l'essor dans les entreprises. On pensait que c'était important de repositionner aujourd'hui qu'est-ce que ça voulait dire de mettre en place des API, et le mot API économie est un cran d'après, qu'est-ce que ça voulait dire de valoriser les API. Alors moi j'ai 3 questions, hein. On m'a laissé 3 questions, donc je vais essayer de répondre à ces 3 questions-là. C'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'API économie? En quoi ça change par rapport à ce qu'il y avait précédemment, qui existe dans les technologies. Et puis quelques enjeux au quotidien. Alors les enjeux au quotidien, moi que j'ai exploré, c'est plutôt au sein d'une DSI, puisque côté métier, on verra qu'il y a d'autres aspects aussi intéressants, mais je l'évoquerai un petit peu moins. Je voulais commencer par cette phrase, parce que je l'ai trouvée dans le MIT, mais je n'ai pas trouvé la personne qui l'a écrite. Mais qui symbolise bien l'enjeu de l'API économie. On se retrouve effectivement dans un monde où le logiciel se diffuse partout. Et pour moi, cette phrase, elle veut dire 2 choses. Elle veut dire, premièrement, qu'il y a du logiciel dans tout ce qu'on a autour de nous, de plus en plus, notre voiture, notre télé, notre montre. Donc le logiciel se diffuse partout. Mais aussi que la manière de fabriquer sort du cadre de l'entreprise. Et l'API est au cœur de cette réflexion de diffusion, on va dire, de la valeur. On avait une entreprise qui était centrée, très verticalisée, dans laquelle toute la valeur était concentrée dans l'entreprise. Et finalement, l'API économie revisite ce modèle économique. Et on verra qu'avec les grands acteurs du web, aujourd'hui, la valeur n'est pas forcément uniquement à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, j'ai parlé de API, ça ouvre vers l'extérieur, hors les murs, l'entreprise hors les murs. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je vois dans cette valeur. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'API économie? J'y vois 2 dimensions. Donc, effectivement, une dimension tournée vers l'entreprise elle-même, vision intramuros. Et cette vision intramuros, elle est essentiellement due à la valorisation des données. On se rend compte, avec l'arrivée du big data, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qu'on sous-estimait grandement la valeur des données. Et donc, l'API économie, quelque part, revisite l'architecture des systèmes d'information pour amener une nouvelle valeur au gisement de données qu'a l'entreprise. Et le deuxième aspect de l'API économie, qui est, elle, finalement plus nouvelle et qui dépasse un peu le cadre de l'entreprise, c'est de dire, finalement, je ne suis pas moi-même capable d'amener la valeur globale à l'expérience de mes utilisateurs. Donc je m'ouvre vers l'extérieur et je collabore avec d'autres partenaires dans un esprit de co-créer, d'amener de la valeur. Et j'ai appelé ça vision entreprise hors les murs, c'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit à travers les expérimentations du GAFA, et que finalement, la valeur ne se retrouve pas uniquement à l'intérieur des murs de l'enceinte de l'entreprise. Et donc, l'API économie, finalement, donc, elle jongle entre ces deux notions.
D'un côté, je dois valoriser, je valorise ma donnée, je trouve des patterns d'architecture pour redonner du sens à des données qui jusqu'à présent étaient comme un gisement souterrain qu'on ne voyait pas. Et de l'autre côté, je me pose la question de quels sont mes partenaires à quels je m'ouvre et comment je suis capable d'amener, d'enrichir mon expérience avec des partenaires extérieurs. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu, le terrain de jeu de l'API économie. Alors en quelques chiffres, hein, j'ai essayé de trouver un peu l'évolution de ce phénomène. Aujourd'hui, si on regarde, sur le marché du web, hein, je reviendrai sur l'aspect technologique, mais il y a pléthore hein, d'API, plus de 13 000. Les 10 plus consommés, ben, on retrouve toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire Facebook, mais on sait pourquoi. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Facebook, Google, Twitter, qui ont presque inventé ce modèle économique. Hein. En France, j'ai voulu quand même le mettre parce que c'est récent. Il y a donc une initiative gouvernementale qui a mis en place un API.gouv.fr qui aujourd'hui a une dizaine d'API, donc qui recense un peu tous les services de l'État et qui donc est offerte hein, pour créer aussi, donc ouvrir finalement l'État lui aussi est en train d'essayer d'ouvrir ses frontières à l'innovation à l'extérieur de ses propres services. Donc, il y avait 3000 API il y a même pas 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Et le rythme d'APIisation, on va dire, de notre monde est assez colossal. Donc, ça veut dire que derrière ça, il y a un gisement, une volonté profonde, on va dire, de changer la manière de consommer le software. Alors, la philosophie derrière ça, c'est construire quelque chose d'abstrait, on va dire, en termes de vocabulaire, de quelque chose qui parle à tout le monde. Les entreprises, jusqu'à présent, parlaient surtout avec leur propre métier, et donc, du coup, avec un vocabulaire très spécifique à chaque entreprise. Et la grande difficulté aujourd'hui pour les entreprises, des grandes entreprises hein, du XXe siècle, on va dire, qui se confrontent à la nouvelle économie, c'est de s'abstraire de son vocabulaire interne pour devenir simple, proche d'un vocabulaire commun, on va dire. Et ça, c'est un enjeu important dans la manière de construire les API, parce que le monde ouvert nécessite un monde aussi simple d'approche, facile à expliquer. Et puis l'autre enjeu pour l'API, c'est on ne travaille plus tout seul, donc on a besoin d'animer une communauté. Et la communauté des développeurs, elle est aussi bien maintenant dans une vision interne, je regarde et je voudrais séduire mes développeurs pour qu'ils aient envie de consommer mes API. Et puis, à l'extérieur, donc, pour amener une valeur, une co-création avec l'externe. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'API économie? C'est essentiellement, il faut jouer collectif, il faut jouer collaboratif, il faut amener des équipes internes et des équipes externes à se confronter pour que finalement on ressorte avec une valeur. Le logiciel qui est créé finalement appartient à une communauté et n'appartient plus simplement à l'entreprise en elle-même. Et c'est ce changement de paradigme qui aujourd'hui interroge beaucoup les grands groupes, parce que du coup ils ne maîtrisent plus à eux seuls toute la chaîne. Et c'est ça l'enjeu de maîtrise, de la qualité, etc. Si on regarde aujourd'hui le principe de valorisation, alors j'ai pris l'exemple d'Amazon, puisque c'est un des plus opérationnels, on va dire. Amazon propose une plateforme
dans lequel il publie un ensemble de services et il monétise ce service vers des développeurs. Finalement, la chaîne, elle est assez simple. Hein. Il y a une entreprise qui fabrique des API, qui anime une communauté et qui valorise cette communauté, même avec des dollars, enfin avec une rémunération. Cette rémunération, elle se traduit par une monétisation, et les développeurs d'applications, eux, en reçoivent un bénéfice. Et puis, le consommateur ou l'usager de l'API, lui aussi, donc c'est un intérêt gagnant-gagnant qui est mis en place. Alors, gagnant-gagnant jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, on voit bien que finalement, l'entreprise qui fournit l'API, c'est elle qui a la stratégie finalement. Et on le voit aujourd'hui sur Amazon ou sur Google, quand une entreprise comme Amazon enlève une API, les développeurs d'applications, ils n'ont pas le pouvoir derrière de maintenir leurs propres applications. Donc le pouvoir, il va être sur les gens qui fabriquent des API. Et il ne faut pas d'ailleurs être un grand du domaine du web pour s'en apercevoir. Aujourd'hui, toutes les startups qu'on rencontre, elles font une application, mais elles font surtout une API. Et c'est à travers l'API que finalement elles obtiennent leur pouvoir sur la chaîne de fabrication. Donc la valeur, elle est essentiellement dans la manière dont l'entreprise anime l'API économie et fédère autour d'elle un ensemble de développeurs qui, du coup, sont quelque part attractifs de l'usage de ces API. D'où l'importance de séduire, c'est un mot assez fort, mais c'est bien le cas. Les entreprises qui fabriquent des API ont un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction, et c'est à travers ce pouvoir de séduction et d'animation que finalement elles font grandir leur business, leur propre business. Et donc ce partage de valorisation, qu'on peut appeler hors les murs finalement, est nouveau dans la plupart des entreprises. Et cette dichotomie entre je crée de la valeur, mais je ne fabrique pas tout l'ensemble, je laisse une partie à des développeurs externes à ma structure, elle nécessite de mettre en place un ensemble de mécanismes et de solutions technologiques pour y répondre. Alors, juste un cas aussi qui illustre bien cette attraction, on va dire, d'aller vers quelque chose hors les murs. Le Facebook qui a lancé sa première API, c'est en 2006, qui était essentiellement, l'objectif était de fournir à des développeurs des solutions pour amener des nouvelles applications au sein de Facebook, a très vite compris qu'en fait, ce n'était pas tellement ça l'enjeu. Et en 2010, il a lancé sa plateforme Open, et aujourd'hui, c'est ce service-là qui est le plus rentable pour Facebook. Ce n'est pas tellement faire des applications dans Facebook qui est le plus rentable. Donc cette transformation progressive du barycentre entre la valeur, et elle se ramène petit à petit vers l'API, et la plateforme qui s'ouvre vers l'extérieur, ces deux piliers de l'API économie, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de l'ensemble des entreprises. Il faut mettre en place les mécaniques pour valoriser les data et les mécaniques pour aller chercher la valorisation à l'extérieur de l'entreprise. Alors, il y a un deuxième principe qui est, elle, donc beaucoup plus intramuros. C'est pour faire tout ça, on anime des talents, on est obligé de réinternaliser une partie de son savoir-faire, et finalement, à travers l'API, c'est à travers les hackathons, à travers des jeux avec des startups. L'objectif de ça, c'est aussi, pour les grands groupes, de réinternaliser une partie des talents avec ce qu'on appelle l'expérience développeur, et donc du coup de séduire, mais là dans un sens, on va dire, de ressources internes, pour amener des talents à l'intérieur de l'entreprise.
Puis il y a un troisième axe, on va dire, de valorisation qui est aussi intramuros, c'est à travers ces partenariats. Donc l'API, elle est là aussi, et c'est plus traditionnel, on va dire, hein, de trouver les partenaires et de connecter des solutions. Mais là, la différence, c'est qu'on passe un cran parce que s'adosser avec des champions externes, animer un écosystème et amener à travers une nouvelle expérience utilisateur, on enrichit aussi, on valorise aussi son patrimoine et les services qu'on est en train de proposer. Donc finalement, en résumé, il y a ces deux aspects fondamentaux de l'API économie qui est d'un côté de structurer son écosystème et à travers l'API de le piloter, et de notre côté de réinternaliser un ensemble de savoir-faire pour maîtriser la chaîne de valeur. Alors du coup, ça se traduit par un ensemble de concepts et de solutions qu'on pourrait résumer sur 3 niveaux. Parce qu'une solution d'API, finalement, elle agrège 3 concepts. D'un côté, je fabrique des API. De l'autre côté, je fabrique des ressources. Alors, dans le terme API, hein, la ressource, c'est l'objet métier sur lequel on met ses propres règles métiers. Et puis, il y a la data qui, elle, est dans le sous-bassement, on va dire, de l'API et qui, elle, reçoit, on va dire, l'ensemble de la valorisation. Et donc, sur chacun de ces aspects, l'impact pour l'entreprise, il est de différentes catégories. Alors, si on parle de la data, aujourd'hui, la plus grande problématique des entreprises, c'est que, n'ayant jamais valorisé la donnée, il y a un énorme travail de qualité de données, et souvent, c'est corrélé au fait que la donnée, on l'a même pas nommée. Et donc, il y a une problématique de dictionnaire de données. Et puis, avec l'arrivée du big data, il y a une nouvelle opportunité, c'est de recréer, on va dire, de la richesse sur de la corrélation. Et là, va rentrer en jeu les nouvelles les innovations autour de l'intelligence artificielle, qui va donc requalifier des données qui sont, on va dire, tout simplement en état sauvage. Et puis au-dessus, l'enjeu pour l'entreprise, c'est de définir les manières de consommer ces données. Et là, il y a plusieurs problématiques. Il y a des problématiques de fabrication. Alors aujourd'hui, on parle d'agilité, de DevOps. Donc, pour accélérer la mise sur le marché de ces ressources. Mais aussi, donc ça c'est un aspect sur le cycle de fabrication, mais il y a un aspect aussi plus d'architecture qui est corrélé avec l'intelligence artificielle, c'est de recréer sur cette donnée la gestion des événements. C'est quoi un événement remarquable dans mon entreprise? Comment je suis en capacité de le traquer? Comment je suis en capacité de le valoriser? Ensuite, il y a tout l'aspect de développement. Développer une API, ça, comment dire, il faut que ça soit, entre guillemets, sexy. Il faut que ça plaise aux consommateurs qui sont eux-mêmes des développeurs. Donc, il y a un ensemble de normes de développement qui sont indispensables pour amener au bon niveau le développement des ressources et des services qui sont exposés. Tout ça, ça nécessite des socles de fabrication. Et dans ces socles de fabrication, il y a une approche, nous, on pense intéressante, et on a fait un meet-up dessus, je ne vais pas en reparler, mais l'approche microservice qui est donc de fédérer des équipes très en proximité avec une responsabilité. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails pour faire le précédent meet-up, mais la valeur va être dans la proximité et dans la rapidité de ces équipes à mettre en place et développer ces ressources. Et puis il y a
un consensus aujourd'hui autour des ressources, c'est qu'il faut que ça soit partagé au plus haut niveau dans l'entreprise. Ce sont pas des... Jusqu'à présent, on a conçu de manière très, très pragmatique. Hein, le SOA a eu quelques faiblesses, on va dire, dans l'approche. Et donc, avoir un référentiel métier devient un enjeu majeur dans l'aspect fabrication des ressources. Puis, alors, au-dessus, le troisième niveau, qui est beaucoup plus nouveau, hein, donc il y a des solutions maintenant qui existent autour de l'API Management. L'API Management, donc c'est les solutions qui permettent de publier, d'animer, donc le store, les stores, et tout le cycle de publication des API. Donc il y a un travail autour de l'intégration de ces solutions, mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi ce qu'on a appelé Community et Product Management, c'est-à-dire que finalement, il faut voir l'API comme un nouveau produit, comme une nouvelle stratégie de l'entreprise. Donc il y a tout à mener aussi en termes d'animation d'une communauté, de release autour de l'API, qui donc deviennent le deuxième axe de l'API Management. Souvent mal géré par les solutions, les solutions d'API pures. Alors ensuite, il y a, en termes d'organisation, à mettre en place une gouvernance des API. Alors, je peux faire une petite aparté, puisque je m'occupe pour une grande banque verte de la mise en place de la gouvernance des API. Et c'est un sujet éminemment complexe, parce que du coup, ça tire des problématiques qui sont à la convergence entre tous les métiers de l'entreprise, hein, de la prod jusqu'au métier. La gouvernance des API, c'est un objet un peu hybride entre technique et fonctionnel, et même marketing. Cette gouvernance des API, c'est une nouvelle entité de l'entreprise alors on ne sait même pas si c'est dans la DSI ou si c'est au-dessus, si c'est à côté, mais en tout cas c'est une nouvelle chose dans l'entreprise qu'il faut mettre en place. Et puis bon, j'ai évoqué ça assez succinctement, mais quand on parle d'API aujourd'hui, l'API ça fait peut-être 30 ans que ça existe, mais l'API qui a fait qu'on en est là, c'est les web API. Et donc il y a toute une architecture de référence autour de l'architecture REST qu'il faut construire. Et c'est à la base de cette architecture REST que se fédèrent, on va dire, toutes les problématiques, les cycles de fabrication et la consommation des données. Alors, du coup, bon, une fois qu'on a un petit peu travaillé sur ces trois aspects, on a du coup les éléments nécessaires, fondamentaux, pour se lancer dans une stratégie d'API économie. Il faut déjà avoir un peu ouvert ces trois dossiers pour s'assurer qu'on est en phase, on va dire, par rapport à la mise en marché d'une API. Et alors, dans les stratégies du coup, de mise en œuvre, on va dire ça va dépendre un peu de l'ADN de l'entreprise dans lequel on construit cette API économie. Mais on va avoir donc, on va avoir quatre différentes manières de le faire, plus ou moins agressives et plus ou moins, on va dire, innovantes, mais qui correspondent quelque part aussi à l'enjeu économique, hein, autour de l'entreprise et de son écosystème. Donc il y a la première, la plus simple, la plus basique, et aujourd'hui qui est, à mon avis, celle qui est malheureusement souvent le plus utilisée, c'est on se cache derrière souvent une start-up ou un partenaire externe, on fait un hackathon, on fait quelques trucs autour de l'API, mais on se cache derrière et on ne fait finalement pas évoluer son entreprise dans le sens de se mettre en marche sur une stratégie d'API économie. Bon, c'est le cas le plus répandu. Puis, on peut quand même se dire, bon, ben, c'est pas suffisant, je me mets quand même dans un esprit
où je vais m'adosser avec des API externes, et du coup, je me retrouve en frontal avec des applications tierces, et je m'intègre dans ces applications tierces. Et puis après, à mon avis, c'est là que l'enjeu commence à être intéressant, hein. C'est commencer sur la partie avancée avec je me diversifie, c'est-à-dire que je vais justement chercher à valoriser au sein de mon SI, donc de ce que je connais bien, je vais valoriser mes datas. Donc je reste quand même encore chez moi. C'est pas encore très anxiogène. Je regarde ce que j'ai dans mon écosystème, je regarde mes datas, je vais quand même aller chercher des solutions pour valoriser ces datas, et je sors, on va dire, de l'exposition des règles métiers classiques, et du coup, je vais aller un petit peu plus loin que les cas d'usage que j'ai l'habitude de maîtriser. Et puis la dernière, qui est celle que font, on va dire, tous les grands du web, hein, c'est je me mets en plateforme, donc j'ouvre réellement l'ensemble de mon système d'information vers l'extérieur, et là je me mets donc en mode collaboratif, ce que fait Google, ce que fait Amazon, et je suis du coup en leader, en frontal sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et c'est dans cette quatrième étape que finalement je maîtrise totalement la valeur de l'API économie, puisque dans les trois autres, malgré tout, je dépends encore d'acteurs externes. Voilà, donc je suis allé hyper vite en fait, non, pas trop quand même, 30 minutes. Voilà, j'espère avoir répondu à ce qu'on voyait derrière le sens API économie, et qu'est-ce que ça allait changer un peu dans la manière de concevoir l'entreprise. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser quelques questions avant de passer à la présentation suivante. Et s'il n'y a pas de questions, on parle d'API, mais finalement, est-ce qu'on ne parle pas aussi de web service finalement, ou est-ce qu'on fait une différence? Est-ce que API c'est un agrégat de web service? Est-ce que c'est juste simplement on se met pas sur le même plan? Alors, non, c'est pas sur le même plan. Le web service, c'est par rapport à... Alors, le web service, déjà, derrière ça, il y a différentes technologies de web service. Parce que, par contre, donc on peut faire du SOAP, des web services aussi restent, mais la normalisation de l'API, c'est une agrégation d'objets, donc c'est une agrégation de services. Donc par contre, on essaye d'avoir une expérience développeur cohérente. Ce que ne cherche pas le web service, c'est plus une entité, c'est plus quelque chose de plus petit dans le monde. C'est plutôt au niveau de la ressource que se trouve le web service. Il ne se trouve pas au niveau de l'API. Le web service, c'est la conception d'un objet métier avec des règles métiers. Donc, dans les patterns d'architecture, il est au niveau de ce qu'on pourrait appeler ressources. L'API, elle, est là pour fournir un ensemble de services à un développeur. Donc, et d'animer autour de cette thématique les développeurs. C'est une maille différente. Mais il faut à un moment donné des services pour faire des API. Après, la différence, c'est que le web service derrière, avec le SOA, on confond la notion de service et la notion d'opération de service, parce qu'une web service peut avoir beaucoup d'opérations de service. Ce qu'une ressource ne fait pas. Une ressource n'est qu'une opération. Est-ce que vous avez des exemples de boîtes qui ont réussi leur transformation vers l'API économie? La 4 ? Ouais, non, d'accord. Autre que les gens de web. Autre que ce Ah oui, mais c'est triché, parce que c'est pas une transformation. Non, mais là, c'est les enjeux. Hein. Enfin, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos partenaires, nos grands groupes dans lesquels on est, c'est que finalement, dans leur façon de se mettre certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont en danger par rapport à ces nouveaux entrants. Donc, suivant
la prise de connaissance, on va dire, de l'écosystème, on va les faire passer par des étapes. Alors du coup, dès qu'ils sont sur le chemin de réussir. Alors des fois, ça peut être effectivement des chemins. On va passer par de 1 à 3 ou en fonction de la conviction qu'on va amener. Mais les gens qui vont directement à ça, à part ceux qui sont déjà partis comme ça directement, c'est assez rare. Mais l'objectif pour tout le monde, c'est finalement c'est le point de mire, hein, c'est d'arriver à ça. Voilà, un peu. D'autres questions? Bon, je laisse la place à Simon et Léa. Alors on a fait un choix un peu plus rupturiste que François. On va vraiment parler des usages. Alors on a parlé beaucoup de techniques d'architecture, de ce que ça peut représenter la vie économique demain, mais concrètement, pour les novices, les moins, on va dire, qui suivent moins le sujet, on a voulu volontairement faire cette présentation très concrète pour que vous puissiez vous projeter dans des situations réelles où vous allez, vous, consommer justement des API. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est déjà le cas. Voilà, donc on a décidé justement de mener cette présentation autour des confessions du macro des API. Donc nous, dans notre part, on a donc Léa et Simon, nous on est consultants et justement on est bercés par les approches un peu user-centriques et surtout en fait par tous les sujets d'innovation qui vont permettre voilà, de servir la technique à des usages concrets. Donc, pour notre approche, on a souhaité en fait parcourir un parcours utilisateur. Donc, je pense que ça vous parle à tous. On a décidé de prendre un persona, on a voulu voilà, neutre, et donner quelques caractéristiques, qui va en fait nous emmener dans son parcours, dans ses moments de vie, auxquels vous allez pouvoir vous identifier, j'espère, et qui vont un peu faire écho à votre vie personnelle. Donc Claire, c'est une américaine installée à Paris. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Oui, on peut. Tout à fait. Donc Claire est une américaine donc, installée à Paris. Donc elle est issue de la génération Y, elle est ultra connectée, elle est sur son, sur son smartphone, sa tablette. Elle est plutôt entrepreneuse, donc elle a sa propre start-up donc dans le milieu du marché des startups parisiennes. Et elle a quelques caractéristiques un peu bien à elle, c'est qu'elle est un peu tête en l'air, voilà, un peu à la droite, et elle fait quelques gaffes, donc on va la suivre voilà, dans un de ses moments de vie, donc il faudra bien s'en souvenir, parce que c'est important. Voilà. Donc on a décidé de prendre un moment de vie qui est celui, en fait, tout simplement, d'un soir où elle va aller à l'anniversaire d'une de ses copines. Vous pouvez vous projeter ou pas. Mais l'idée est qu'on la suive. Donc première étape, sa copine Juliette, elle lui envoie un texto pour lui dire qu'elle n'oublie pas, bien sûr, la fête. Chose que, bien évidemment, Claire avait oubliée. Donc comme elle l'avait oubliée, elle a décidé d'envoyer un petit message pour commander en fait la robe de soirée, qu'elle avait aussi oubliée. Et donc de faire sa commande en fait de roses, puisqu'elle était en charge des fleurs. Tout ça s'est passé via son smartphone. Ce parcours, on le veut volontairement dénué de technologie. Après, on fera le même parcours avec les technologies, parce que jusque-là, il y a plein de choses qui vont vous parler, mais je ne vais pas mettre de nom dessus, volontairement. Donc, elle se fait livrer 1 heure après donc sa robe et ses fleurs. Elle est un peu à la bourre, et du coup, il faut qu'elle se dépêche. Donc, elle décide d'optimiser son trajet pour se rendre au restaurant, et donc elle consulte une application qui lui permet de prendre le trajet le plus simple, le plus court pour elle. Vous imaginez bien qu'elle est habillée, tout ça, elle a ses talons. Donc elle décide de prendre le métro. Ensuite, elle arrive donc au restaurant, les festivités se passent, l'anniversaire se faisant, tout va bien, et comme tout restaurant groupe, au moment de payer, il se passe ce moment délicat où tout le monde doit faire la queue à la caisse pour chacun payer sa part. Juliette, très sympa, décide de payer pour tout le monde et de se faire rembourser plus tard par ses copines. Donc Claire, à la fin de ce restaurant, donc elle commence à dire à ses copines, à Juliette entre autres, elle décide de prendre un taxi pour rentrer chez elle. Donc elle le fait donc, via une application qui va lui permettre de géolocaliser justement son taxi et de savoir en temps réel où il se trouve, de façon à pouvoir prévoir justement et à faire ses petits au revoir à ses copines. Au sein en fait de sa course de taxi, avec
avec son smartphone, elle décide, parce que comme elle est un peu en tête en l'air, elle sait qu'elle va oublier de rembourser sa copine Juliette, elle décide de programmer un virement automatique, donc vers Juliette, pour la rembourser directement de la somme qu'elle lui doit. Claire sort son taxi, comme elle est un peu maladroite, elle fait tomber son portable. Donc elle le brise. Donc c'est un peu douloureux pour elle, puisqu'en fait c'est aussi son outil de travail. Donc, comme elle est entrepreneuse, donc il faut qu'elle ait un nouveau téléphone assez rapidement. Donc elle rentre chez elle, elle est un petit peu pour ceux qui connaissent, et elle décide d'interpeller son assistant virtuel qui est chez elle. Puisqu'elle a envie de savoir tout simplement si elle a une assurance sur son téléphone. Donc, elle pose la question de façon vocale afin de lui demander si elle est assurée sur son téléphone. Son assistant vocal lui dit que non. Donc elle lui consulte aussi ses comptes pour savoir si elle a de quoi acheter son téléphone. L'assistant virtuel lui répond que oui. Donc elle décide de faire une commande sur un site très connu pour être livrée demain matin de son téléphone. Et comme elle est cliente premium, c'est quelque chose faite. Je laisse la parole à Simon. Donc en fait, cette expérience, elle a été facilitée par les API. Elle ne s'est pas rendue compte, elle utilise des apps, pour elle c'est fluide, c'est dans son quotidien, c'est ancré. Et en fait, elle ne se rend pas compte que tout ça a été fluidifié par les API. Et en fait, là, on va faire un retour en arrière, on va se repasser ce petit film-là, en faisant un focus en fait, à chaque fois où elle a ouvert une app, en expliquant l'app très rapidement, et surtout en expliquant les API qui ont été consommées par cette application. On ne va pas toutes les citer, mais on va en citer quelques-unes, comme si on en citait juste une, c'est les principales qu'on veut juste mettre en valeur. Donc quand elle commande sa robe, elle va utiliser Claque des Doigts. Donc Claque des Doigts, c'est un service, je ne sais pas si vous connaissez, mais de conciergerie par SMS. Donc elle va acheter sa robe en chattant avec une personne par SMS. Et Claque des Doigts va utiliser Stripe. Donc Stripe, ils ont créé des API qui permettent le paiement en ligne. Donc là, Claque des Doigts, ils se sont dit, on va juste, nous, quand on va créer, on a une idée, on va la créer, au lieu de perdre du temps pour recréer des choses techniques, et on va réutiliser des trucs déjà existants qui marchent très bien. Donc là, c'est le cas de Stripe, qui permet le paiement en direct dans l'application. Juste après, quand elle est à la bourre et qu'elle veut chercher son itinéraire, elle va utiliser CityMapper. Donc c'est une app qui est assez bien faite parce qu'elle va agréger des données de multiples acteurs comme la SNCF, Vélib, Autolib, pour fournir entre guillemets une expérience assez dynamique où elle va gagner du temps sur son trajet parce qu'elle a certaines contraintes, donc elle n'a pas besoin d'ouvrir l'app de la RATP, de comparer ça avec un trajet en vélo sur Google Maps, je sais rien. Elle va tout faire sur la même app. Et en même temps, elle va gagner du temps parce que c'est tellement fluide que ça va être un gain de temps sur le trajet, mais aussi sur le parcours pour, entre guillemets, choisir son itinéraire. Donc, juste après, c'est le cas, la fameuse course en taxi. Donc, comme par hasard, elle prend Uber. Donc, elle aurait pu prendre autre chose, mais elle choisit Uber. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Uber, c'est un service qui repose en fait sur l'utilisation d'API très connus comme Google. Donc, le service de géolocalisation, c'est celui de Google. Braintree, c'est un concurrent de Stripe. Donc, ils font à peu près la même chose, mais c'est ce qui permet le paiement. Donc, Uber, ils ont dit, enfin, c'est le même principe que chaque app. C'est nous, on a une idée, on a un service qu'on veut proposer. On ne va pas perdre du temps à redévelopper des choses, on va réutiliser. En fait, c'est un peu le principe de l'API économie, c'est qu'on va réutiliser des choses déjà existantes. Et SendGrid, ça c'est un truc d'email. Ça permet d'automatiser les emails comme les envois de factures. C'est utilisé par des gens comme Airbnb. Et Twilio, je vais en parler après parce que c'est une startup que j'aime bien. C'est plus ça. Maintenant, ils sont même plus vraiment une startup tellement ils sont gros. Mais... Ils ont été introduits en bourse la semaine dernière. C'est ça. Je considère un peu, j'ai trop mignon. Et Twilio, c'est quand on fait cette course, on peut communiquer par SMS en fait, avec son chauffeur. Et la technologie a été développée par Twilio. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, c'est écrit en gros 95% de cette expérience a été fluidifiée, c'est qu'il y a 5% qui sont prospectifs. On voulait vraiment une expérience de bout en bout qui soit agréable. Et pour qu'elle soit agréable, au moment du remboursement pour son ami, on voulait quelque chose de fluide. Et dans les choses possibles, c'est soit on va ouvrir son app bancaire, faire le virement en live, et toutes les banques en plus ne le permettent pas, soit il faudrait que Juliette crée un compte commun, genre sur Litchi ou autre, et ensuite qu'elle communique pour qu'on fasse le paiement dessus. Là, ce qu'on voulait, c'est, on se dit, elle dit au revoir à ses copines, il y a un échange de photos par exemple sur Messenger, donc qui est l'app de Facebook, qui permet de communiquer. Et si, quand elle est dans cette app, elle peut juste dire un bot de sa banque en direct. Donc Capital One, c'est une banque américaine. Vous verrez
pourquoi juste après. Mais, elle dit à sa banque, bon, bah, fais le virement à Juliette, et c'est sans changer d'app, elle parle avec ses copines, elle le fait en mail. Et juste après, quand elle doit racheter son téléphone, donc elle va justement utiliser Echo, donc c'est l'enceinte connectée d'Amazon, qui, entre guillemets, donne corps à Alexa, qui est l'assistant virtuel. Et Alexa, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est connecté à Capital One aux États-Unis, et du coup, ça permet de consulter son compte en banque, de vérifier et de faire des opérations en live. Donc ça, c'est un modèle, encore une fois, américain. On a essayé à chaque fois de trouver des choses plus ou moins européennes pour essayer de comparer, mais au final, la plupart du temps, les API les plus utilisés, un peu comme l'a dit François, ce sont les API américaines. Mais on peut très bien imaginer le même modèle en Europe avec un retailer qui s'allierait avec une banque pour faire un service plutôt agréable pour l'utilisateur final, parce que c'est fluide. Donc, juste après, on a décidé de faire un micro-focus sur Uber. C'est quelque chose dont François a parlé tout à l'heure, tout ce qui est expérience développeur. Nous, on voulait en faire une surcouche un peu plus, en allant un peu plus dans les détails. Uber, à la base, c'est une app. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont concentrés sur la création de leurs services et en utilisant les API d'autres pour les services déjà créés. Mais ce qui s'est passé, c'est un peu le cercle vertueux de l'API Economy, c'est que, in fine, une fois que c'était lancé, ils ont décidé eux-mêmes de créer des API. C'est un peu le modèle. L'API de base étant celle de la course Uber. Donc, par exemple, des groupes comme Accor dans l'app ont intégré le fait de pouvoir commander Uber. Mais maintenant, ils sont même allés plus loin en proposant une API qui, elle, permet de faire des livraisons via Uber. Donc, on peut très bien imaginer qu'une startup voulant faire de la livraison pourrait intégrer Uber. Et au final, tout le monde a entendu parler de tout ce qui est UX, je pense, ça c'est répandu, c'est l'expérience utilisateur, donc c'est comment fluidifier l'expérience utilisateur, notamment c'est très visible au niveau des apps, sur comment intégrer ces usages, avoir le côté se mettre à sa place en fait pour créer des applications innovantes, mais il y a aussi le côté, et c'est un mouvement qui vient des États-Unis, de se dire en fait le développeur qui va intégrer mon API, qu'est-ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il le fait, quelles sont ses interactions, où est-ce qu'il y a ses points de friction, ses pertes de temps notamment, parce que les applications, c'est des API qui sont dures à intégrer. Et Uber en fait a fait un travail, bon c'est pas le seul, mais a fait un travail pas mal dessus, que je développe assez rapidement après, en disant qu'il y a 4 grandes étapes quand on développe une expérience développeur. Il y a tout ce qui est l'agrégat des bonnes pratiques, donc c'est purement le code de l'API, les langages dans lesquels on le propose. François va parler de tout ce qui est API management, des choses comme ça, les choses qu'on met en place, ou si on utilise Swagger, enfin, des choses comme ça. Et ces bonnes pratiques, en fait, elles vont donner forme à la plateforme sur laquelle on va mettre en ligne en fait, ces API. Donc ça aussi, c'est relativement bien pensé. Donc, là, Uber l'a pas fait, mais certains mettent en place des forums, tout ce qui est outils d'interaction en fait, avec la marque qui propose ces API. Eux, ils proposent plutôt d'interagir par Twitter. Donc, ils ont créé un flux Twitter et en fait, on interagit avec eux de cette manière. D'autres boîtes ont plutôt proposé des choses comme des chats. Et au-delà de ça, en fait, quand cette plateforme est bien conçue et que l'API est intéressante, parce que toute part de l'API, si elle n'a aucune utilité, une fois que c'est le cas, et typiquement Uber c'est le cas, il y a une communauté qui va se mettre en place, qui va grossir, et là il y a tout. François en a parlé encore une fois, il faut l'animer, il faut soit des choses plutôt internes où on va mettre en valeur des choses qu'on produit, donc des releases ou des choses comme ça, mais il y a aussi, typiquement ça c'était quelque chose qui était mis en valeur par Uber, qui n'a rien à voir avec eux, mais ils se sont dit on va le mettre en valeur parce que notre communauté ça pourrait l'intéresser. Et au final, il y a une sorte de, pour Uber c'est le cas, un cercle vertueux qui se met en place où un ensemble de modes pratiques vont amener des API intéressantes qui vont être mises en place sur une plateforme sur laquelle il y a de la vie. Et du coup, la communauté aura envie d'utiliser ces choses-là. Alors, soit ils en entendront parler pour les plus jeunes, notamment pour tout ce qui est hackathon, soit ça sera via des plateformes type tierces, Stack Overflow, des choses comme ça. Et on va utiliser des sortes d'outils de communication à chaque fois pour réanimer, pour que la communauté grossisse, pour que d'autres personnes l'utilisent. On va présenter l'app Uber pour ceux qui ne la connaissent pas dans des hackathons en disant on va s'allier avec, je sais pas, Ikea, une banque, Braintree ou j'en sais rien. On met tous ces pourvoyeurs d'API ensemble et on va créer des super services.
Donc là, on a fait un focus sur Uber, mais en fait, toutes les boîtes qu'on a citées avant, en fait, on les a choisies, c'est pas par hasard que Claire fait tout ce cheminement. À chaque fois, on a choisi en fonction des API qu'on pouvait mettre en valeur. Et en fait, toutes les API qu'on a citées, entre guillemets, ont une expérience développeur qui est plutôt pas mal, notamment Twilio, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est une banque américaine, encore une fois, c'est Maps Credit Union, bon, c'est pas très connu à l'étranger, mais en interne, ils ont voulu se communiquer en fait, avec le client par SMS. Donc ils avaient ce souhait de créer un service par SMS pour communiquer vers. Donc c'est relativement basique, mais ils se sont dit, on ne va pas perdre de temps, nous, à développer quelque chose en interne, d'un point de vue technique, on va se concentrer sur le service à valeur ajoutée pour nos clients. Et le type qui a piloté ce projet, il a dit, bah, en fait, moi, j'ai même pas cherché, j'ai pris Twilio direct. Et ça s'explique parce que ils ont pas mal de concurrents, Twilio, et sûrement des concurrents qui proposent des choses qui étaient plus adaptées en fait au souhait initial et aux besoins initiaux en fait de cette banque. Mais comme ils ont une DX qui est plutôt optimale, ça vient directement en tête des personnes qui veulent l'utiliser. Donc, pour conclure un peu donc, cette présentation sur les usages, on a décidé un peu de partir dans le prospectif et de vous projeter un peu plus loin dans la démarche justement d'API, puisque l'API en fait fait naître plusieurs problématiques que les entreprises, les grands groupes vont être amenés justement à être confrontés. Donc François l'avait déjà bien expliqué, et on a essayé de vous le retransmettre de façon concrète pour que vous puissiez vous projeter vous dans vos usages quotidiens. Et en fait, ce que ça amène comme question, c'est à terme peut-être que en fait, les API se suffiront à elles-mêmes et en fait elles s'agrégeront les unes aux autres sans avoir de couches d'interface et notamment d'applications. Donc actuellement, vous avez tous sûrement dans vos smartphones des dizaines et dizaines d'applications et au final, si vous comptez le nombre d'applications que vous utilisez, je pense qu'elles se comptent dans la main. Donc une pour voyager, une pour aller à un endroit à un autre, donc type RATP, ça peut être une messagerie. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça aussi, l'API permet ça. C'est-à-dire qu'à terme, vous n'aurez, on pense, on imagine du moins, à terme, vous aurez une application unique, voilà, qui, elle, agrégera en fait un nombre conséquent d'API sur des fonctionnalités qui vous sont importantes, qui sera, on espère, versées par les usages et qui, donc, au final, sera l'essence même de l'application. Donc, soit vous la verrez, soit vous ne la verrez pas, peu importe, ça, c'est d'autres questions. Mais ce que ça va éveiller, en fait, c'est que maintenant, pour interagir justement avec vos API, il va bien falloir trouver un moyen de communication, un canal alternatif. Et nous, on suppose que ça va passer par un assistant virtuel. Et cet assistant virtuel, donc une application justement associée à du conversationnel, c'est ce qu'on appelle du chatbot. C'est aussi une notion que vous avez dû sûrement entendre parler. Et on suppose que justement, pour interagir justement avec votre chatbot, vous allez pouvoir à terme, autre que lui demander des informations, lui ordonner des commandes, lui demander de faire des choses pour vous. Ça viendra à terme votre concierge vraiment privé, personnalisé, et qui fera en fait de vos usages au quotidien une force pour lui. Donc il se souviendra que vous avez l'habitude de prendre une pizza 4 fromages, il se souviendra que vous prenez votre trajet maison-domicile, c'est celui-ci. Enfin voilà, à force, il va auto-apprendre, il va savoir pour vous, et vous n'aurez quasiment plus rien à faire. Et en fait, ce que ça pose, en fait, un peu, c'est vraiment, c'est pas nouveau. Je pense que vous vous souvenez tous avoir eu Clippy sur votre trombone, là, sur votre écran Windows. Clippy, c'était un chatbot, finalement. Et en fait, aujourd'hui, on en reparle beaucoup des chatbots, puisqu'en fait, on va venir y plugger de l'intelligence artificielle qui va permettre tout cet apprentissage et ce machine learning. Voilà. C'est ce graphe prêt, en partie. C'est une transition merveilleuse. Voilà. Et disons que pour conclure, dans vraiment un usage très très poussé et prospectif, ce qui va en fait être important, c'est qu'il faut que les entreprises aient bien conscience qu'il faut qu'elles se positionnent sur cet axe-là, puisqu'en fait à terme, puisqu'on n'aura plus qu'une application, on n'aura plus que des fonctionnalités et pas que des marques. Donc on voudra être le référent sur le marché du transport par avion, du transport par train, de la livraison, de la commande de taxi. Voilà. Donc il faut bien penser. On imagine sûrement qu'à terme, il faudra se faire une place sur ce marché et plus vos API seront attrayantes et plus vous serez référencés. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
consommatrice d'API? Alors il faut que ce soit déjà multidisciplinaire, parce qu'on ne va pas amener juste une compétence, il faut en imbriquer plusieurs. Donc il y a la partie designer, il y a la partie, il faut des gens en tech, parce que c'est des gens, voilà, plutôt, en fait il faut multiplier tous les profils limites possibles et imaginables. Donc c'est vraiment avoir une palette assez large de profils, les métiers, les IT, les designers. L'idée c'est qu'en fait vous ayez une sorte de collectif qui va se constituer justement et qui va se nourrir les uns des autres. Donc vous allez avoir le biais d'usage, vous allez avoir le biais justement de la technique, et c'est le matching des deux qui va permettre justement de faire naître une bonne idée et une bonne API. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'imaginer l'API comme une prise dans laquelle vous allez vous plugger, et donc il faudra bien trouver l'usage de cette API. Une question plus précisément sur les équipes techniques. Ah. C'est donc les technologies sur lesquelles quelle technologie on va utiliser pour consommer ces API. Qu'est-ce qu'il faut prévoir par exemple dans les études Sur cette chaîne. Alors déjà, ça dépend grandement de l'entreprise, comme elle est construite. Il y a des entreprises qui ont construit leur stratégie sur des ERP, qui sont extrêmement verticalisées. Donc il va falloir désimbriquer ces fonctionnalités. Et du coup, des approches big data externalisées, se fait bien ce genre de démarche, c'est-à-dire je garde mon corps, mes fonctions de back-office, parce que évidemment on ne parle jamais du back-office. Le back-office il reste à l'identique, on n'a pas à toucher ça. Par contre, il faut mettre de l'agilité sur le front. Et pour mettre de l'agilité sur le front, il faut externaliser une partie des données qui sont en général gérées par ces ERP. Donc il y a des approches data-centriques, qui externalisent. Pour faire ça, il faut des architectes, il faut des gens qui connaissent les bases de données. La data est au cœur de la problématique. Voilà, donc l'intégration de données, le transport de données entre un système legacy et un système de type big data est au cœur de cette problématique. Donc c'est des profils orientés data, architectes orientés data. Si on veut être plus prosaïque, quand il s'agit de compétences techniques pour consommer des API, il faut des informaticiens lambda, parce qu'en fait, le but du jeu de toutes ces choses-là, quand on a une bonne développeur expérience, c'est que ce soit facile à utiliser. Mais en fait, il faut savoir qu'il faut avoir des gens qui savent faire des requêtes HTTP. Et normalement... tu parles pour celui qui le consomme. Bah oui, mais c'était ça. Oui, mais je crois que c'était ça la question initiale. Pour celui qui la consomme. Pour celui qui la consomme, il faut que ça soit le plus facile possible. Et pour que ça soit facile pour celui qui le consomme, il faut que celui qui le fabrique il soit un tout petit peu plus intelligent que ce qu'on fait quand on est dans un ERP. Pas contre les ERP. Si, visiblement quand même. Alors, d'autres questions? Est-ce que finalement, ce que vous citiez sur le futur des API, c'est pas un peu Google Now qui aujourd'hui agrège pas mal d'informations, peut anticiper notre itinéraire, savoir où est-ce qu'on travaille, etc. Et même un peu Siri qui est un peu notre assistant virtuel, on lui pose une question, on lui demande quelque chose, et en fait il va l'enregistrer pour le futur. Est-ce que c'est pas un Siri V2, un Google Now V2 plus complet, finalement, cet agrégat d'API? C'est pas vraiment une question, mais c'est facile. Pour les deux. C'est pas une question facile parce qu'effectivement la problématique elle est réellement présente. Aujourd'hui, on arrive au chatbot parce qu'effectivement il y a ce système de conversationnel, donc de sémantique, de rédaction qui en fait via l'algorithme va permettre justement de déceler en fait la réponse. En fait, il y a un cran dessus avec effectivement la commande vocale, puisque dit commande vocale dit une analyse un peu plus fine des émotions, du ressenti et de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc on est vraiment un step au-dessus. Aujourd'hui, la vraie question elle est là. Vous la portez bien du doigt. C'est qu'effectivement, on commence par tout ce qui est manuscrit pour ensuite tendre vers le vocal. Google Now le fait, commence à le faire, mais aujourd'hui, on a des problématiques, voilà, vraiment, si je me souviens bien de ce que j'en sais,
pensée, c'est qu'effectivement, Siri, il faut quand même répéter 4 fois avant qu'il comprenne quelque chose. Et le but, c'est que voilà, il y ait vraiment à terme quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus abouti. Voilà. Justement, Facebook prend un peu de biais ce côté-là parce que c'est plus facile pour eux, c'est que de la communication textuelle. Grosso modo, par rapport à ce que vous dites, c'est vraiment la place, elle se fera sur ceux qui produisent vraiment de la qualité et non ceux qui vont vouloir tout faire directement. Si on parle de Siri, justement, s'il faut demander 4 fois, le jour où il y en a un qui fait qu'on demande une seule fois, ben, lui pourra être un bon challenger vis-à-vis des gros qui sont dedans. Est-ce que finalement le rachat de LinkedIn là, par Microsoft, c'est pas aussi pour avoir un pied finalement dans la Alors, mais Microsoft, ils ont annoncé que l'avenir, le DG de Microsoft a dit je veux faire que des bots. Parce que LinkedIn, c'est quand même une API LinkedIn Connect, c'est quand même l'une des API les plus utilisées aujourd'hui. Le fait de se connecter super simplement en cliquant sur un bouton. Microsoft rattrape un peu son retard sur cette vision-là par rapport aux autres prétendants de cette taille-là. Mais ils ont annoncé quand même aujourd'hui qu'ils arrêtaient, les apps, ils les voyaient mourir dans quelques années au profit des bots. Microsoft, sa stratégie, c'est d'aller maintenant grignoter ces API bien faites pour les agréger. Oui, il passe. Et j'ai une petite question inverse, y a-t-il un grand groupe aujourd'hui qui pense que le bot n'a pas sa place dans le marché? Est-ce que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que l'avenir c'est les bots? Est-ce qu'il y a encore un grand... Je pense que tout le monde n'a pas conscience. Et quand on en parle, ils sont plutôt. Ils se demandent comment ils vont y aller, par contre. Voilà. Ça, c'est finalement l'enjeu de l'API. Ils se disent ok, le bot, c'est la cible, mais comment j'y vais quoi. Il n'y a pas un acteur du transport, la SNCF, qui ne voulait pas du coup mettre à disposition de la data en temps réel. Il y a le problème avec Citymapper notamment. Ouais, c'est la Puis eux, du coup. Ils sont en train de décrire les appareils. Ça pose une question en fait. À mon sens, il y a deux choses qui jouent dedans. C'est est-ce que la valeur est dans les données? Donc, je suis le producteur de données, donc c'est moi qui ai la valeur dans le chaîne de valeur. Ou est-ce que la valeur est dans la relation client? À partir du moment où quelqu'un crée une application qui est intégrée à mes API, un capitaine train, il a récupéré les API des SNCF, il détruit la relation client, en tout cas il a été construit avec la SNCF. Il y a des rapports de force Et qui changent. du coup, votre vision à vous, où est-ce qu'elle est la création de valeur? Est-ce qu'elle est vraiment justement dans la création d'API, donc là d'être propriétaire des données et d'être là un petit peu un élément bloquant dans le graphe, ou est-ce qu'elle est dans la relation avec le client? Mais il vaut mieux que pour la SNCF qu'on passe par son API qu'on ait un contournement. De toute façon, on va dans cette direction-là. Donc, si la SNCF ne le fait pas, il y aura de toute façon quelqu'un qui va scroller le web, qui va se faire sa base à côté et qui va proposer l'API. Et du coup, la valeur, alors il ne la verra même plus du tout. Donc, par contre, si l'API est bien faite du côté de la SNCF, le développeur, il ne va pas essayer de faire toute cette mécanique compliquée de scroll, de machin, etc. Il va l'utiliser. Donc, du coup, même, ok, on répartit, on n'est plus hégémonique, etc. Mais on garde quand même son business. Là, sinon, plus de business pour la SNCF. Enfin, je prends l'exemple. Voilà. C'est cette répartition qui change. Voilà. Exactement. À un moment donné, en informatique, on est capable d'aller faire quelque chose à côté. C'est facile, hein, scroller du web, tout le monde sait le faire. Hein. L'immobilier, ça fait des années qu'ils scrollent le web. Hein. Enfin, même les banques, hein, pas dire. Donc, scroller, c'est facile. Donc, reconstituer des données à côté, c'est très simple. La valeur, elle est dans ces données-là. Donc, si on laisse faire ça, ben là, on va complètement disparaître. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui reste? C'est pour propriétaire des données.
créer une API. Du coup, elle va se priver du canal de discussion avec le client final. C'est là un des canaux. Non, c'est. Non, la chose qu'on peut donner à disposition. l'API va quand même dire tu t'es connecté à mon API, tu es tel client, etc. Donc on sait qui tu es. Donc tu vas valoriser ça. Et le développeur d'application, il va être rémunéré. Et toi, tu vas rémunérer ton développeur, même s'il est externe. Donc tu le fais délivrer. Et donc il y a de la transparence de l'information entre celui qui fournit l'API et celui qui développe l'application. Donc il y a quand même un partage de communication qu'il n'y aurait pas s'il y avait des livres. Bon, il y a un partage. C'est plus tout le monde, on n'est plus tout seul dans son coin. C'est ça la nouvelle économie. Il y a quand même aussi un gain de valeur. Mais en plus, il y a un gain d'expérience. Bien sûr. Parce qu'on voit Amazon gagne plus sur son API externe que sur son API interne. On va faire beaucoup plus. Sur les benchmarks, il y a quand même un peu fort pour On laisse la parole à Kraft. Donc, je m'appelle Frédéric Mars, je suis le CTO de Craft.ai et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait et de vous expliquer ce qu'on fait au travers de cas d'utilisation pour vous montrer les étendues des possibilités d'intelligence artificielle, notamment de ce qu'on fait chez Craft.ai. Donc juste pour introduire, donc Craft.ai c'est quoi? C'est une API d'IA as a service qui permet à des développeurs donc, de développer des applications, des objets qui vont devenir des objets très personnels puisqu'ils vont apprendre des habitudes des utilisateurs. Donc ils vont s'adapter à chaque utilisateur, ils vont s'adapter aux habitudes, au goût des utilisateurs. Alors j'essaie de vous expliquer ce que ça veut dire en vrai au travers de 3 cas d'utilisation dans 3 domaines qui n'ont pas grand chose à voir. D'abord dans tout ce qui est smart home, ensuite dans tout ce qu'on va dire système de recommandation, et enfin dans une application bancaire qu'on a développée avec le Crédit Lyonnais. Donc, partons de la smart home. Et tout ce que c'est, on a des objets connectés, on a des Philips Hue au plafond qui permettent de mettre des lumières de couleur avec son smartphone, on a des détecteurs de mouvement, des détecteurs de luminosité qui permettent de remonter des informations. On peut savoir qu'entre 8h et 19h, il n'y avait pas beaucoup de mouvement à l'intérieur de la maison, ce genre de choses. Donc globalement, on a des dashboards qui nous remontent des informations où on a des télécommandes sur nos smartphones. En pratique, c'est pas beaucoup plus utile, c'est pas un meilleur service que les objets non connectés. Donc quelque part, c'est un problème parce qu'au final, ça coûte quand même beaucoup plus cher que des objets non connectés. Et par ailleurs, les gens qui essayent d'aller au-delà de ce problème, donc les gens qui vont permettre de dire quand il fait nuit, je veux que tu fermes les volets, ils vont faire ça avec des systèmes de règles, des systèmes de configuration manuelle que l'utilisateur va devoir rentrer, il va devoir quelque part programmer sa maison. Il y a des gens qui adorent faire ça, mais c'est quand même un processus qui est relativement compliqué. Sur cette problématique, nous pouvons apporter des solutions. Et normalement, sous vos yeux ébahis, tout fonctionne. On va dire que tout fonctionne. Donc ça, c'est une démo de Craft.ai qui tourne en vrai, donc dans une maison qui n'est pas vraie, pour le coup, qui est simulée, où on a 6 ampoules. Donc là, vous en voyez que 5, mais il y en a une en dessous, je vous promets. Et donc, chacune de ces ampoules-là, en fait, elle est contrôlée par Craft.ai, et on contrôle, en fait, si on l'allume, si on l'éteint, et de quelle couleur elle va être. Donc, on se base sur des informations qui viennent d'autres capteurs dans la maison. Donc, on va savoir qui est dans quelle pièce. Ça, on peut le faire avec pas mal de techno, mais quand on le fait en vrai, on le fait avec des porte-clés Bluetooth. On va aussi connaître la luminosité extérieure. Donc là, j'ai un petit réglage de luminosité extérieure. C'est pas très pratique, je suis obligé de scroller. Mais en gros, quand il va faire moins lumineux, le réseau va-t-il tenir? Quand il va faire moins lumineux, les lumières vont moins s'allumer. Quand il va faire plus lumineux, les lumières vont plus. Quand il va faire plus du tout lumineux, les lumières vont beaucoup plus s'allumer. Donc là, normalement, à ce moment-là, vous n'êtes pas super impressionné. Globalement, ce que je fais, c'est que j'allume la lumière quand il y a quelqu'un dans la pièce et je l'éteins quand il n'y a personne dans la pièce. Ça, c'est pas très rigolo. Là où ça devient rigolo, c'est quand je fais rentrer un utilisateur qui n'est pas content avec les réglages par défaut. Donc en fait, c'est Robert. Robert, en fait, quand il est dans les toilettes, ce qu'il aime, c'est avoir de la lumière orange.
Je ne veux pas savoir ses raisons, mais en gros, c'est ce qu'il aime. Donc, il a des lumières connectées. Il fait comme vous faites aujourd'hui si vous avez des lumières connectées, c'est-à-dire qu'il rentre dans les toilettes, la lumière s'allume en blanc, il n'est pas content, il sort son smartphone et il met la lumière en orange. Là où ça va être différent, c'est que donc ce Craft AI qui contrôle en fait cette lumière va s'apercevoir de ce changement-là. Va s'apercevoir que quand Robert est dans les toilettes et qu'il fait nuit, ce qu'il aime, c'est avoir la lumière en orange. Donc, on va apprendre cette habitude de Robert. Et ce qui se passe, normalement, si le réseau fonctionne bien, c'est que la prochaine fois où Robert rentre dans les toilettes, du coup, il n'a plus besoin de sortir son smartphone, parce qu'on a appris que Robert, ce qu'il veut, c'est de la lumière orange dans les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en pratique? On a appris ceci. Donc ça, c'est ce qu'on a appris sur la couleur des toilettes, là, devant vos yeux. En gros, ce qu'on a appris, c'est qu'on a deux paramètres. On a la présence, on a la luminosité extérieure. On a appris que globalement, quand il fait sombre, on met du orange. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que on a des différentes couleurs là, ce qui correspond à des niveaux de confiance. Notre intelligence artificielle, elle est plus ou moins sûre d'elle. Pour l'instant, elle n'est pas très sûre d'elle qui veut du orange. Mais vu qu'il est toujours dans les toilettes depuis tout à l'heure, et qu'il y a un bug dans mon code, visiblement, très bien, eh bien, normalement, vous auriez dû voir que la confiance était en train d'augmenter. On va dire que petit rechargement, tout c'est très bien. Non, pas du tout. Eh bien, écoutez, normalement, visiblement, il a désappris tout, mais visiblement, il n'a pas tout désappris. C'est pour ça que je comprends. Parce que juste, je pense que c'est un bug graphique. Donc, du coup, il a appris qu'il fallait du orange. Donc là, on voit que l'idée, c'est à la place d'avoir été édité une règle à la main qui dit moi, quand je suis dans les toilettes le soir, je veux du orange. En fait, on l'a juste fait. Et l'intelligence artificielle, la Craft AI, a appris cette règle. Donc ça, c'est un premier exemple Smart Home. Alors bien sûr, ce truc-là, on l'applique pas que sur des lampes, on peut l'appliquer sur des réglages d'un volet roulant, on peut l'appliquer sur les réglages d'un thermostat, on peut l'appliquer sur plusieurs interactions entre plusieurs objets. On va pouvoir, si vous avez votre maison qui est mal orientée et que du coup, l'après-midi, le dimanche après-midi, quand vous regardez une mauvaise série sur la télé, il y a des méchants reflets dans l'écran, vous allez baisser les volets. Et bien ça, on va pouvoir l'apprendre. C'est-à-dire que dès que la télé sera allumée et qu'on sera dimanche après-midi, on baissera les volets. Ce genre de choses. Reprenons le fil. Non, c'est pas comme ça qu'on reprend le fil. C'est comme ça. Ouais. Deuxième cas d'utilisation. Comment on peut utiliser cette techno pour faire des meilleures recommandations. Aujourd'hui, si vous êtes abonné par exemple au flux de notifications du Monde ou au flux de notifications du Parisien ou de Libération, je ne sais quoi, globalement, toutes les 1 heure, 1 heure et demie, vous avez une petite sonnerie qui vous dit ah, il y a machin qui est mort, ah, la France a marqué un but, ou ah, il y a une résolution de l'ONU qui a été passée pour faire je ne sais pas quoi. Vous êtes sans doute intéressé par une grande partie de ces choses-là, mais sans doute il y a toute une partie de ces choses-là qui vous intéresse, mais alors pas du tout. Et en gros, vous n'allez jamais les regarder ces notifications-là, mais ça ne change rien. L'application du Monde elle continue à vous envoyer des choses. Donc du coup, il y a deux solutions à ce problème. C'est soit vous en avez marre, vous arrêtez vous désactivez les notifications de l'application du Monde. Et dans ce cas-là, c'est dommage parce que l'application du Monde elle est triste et elle aimerait bien que vous interagissiez avec elle. Soit l'application du Monde elle essaye de vous mettre dans un segment. Donc les gens du Monde vont analyser tous leurs utilisateurs, ils vont faire des statistiques sur tous leurs utilisateurs, ils vont dégager des personas et ils vont décider qu'il y en a qui aiment bien le sport, il y en a qui aiment bien ça, et ils vont essayer de donner des réglages à chacun de ces groupes statistiques. Ça en fait en pratique, pour des choses comme ça marche pas vraiment parce que en fait peut-être on va pouvoir avoir des typologies de goût, mais ça va être difficile d'avoir des typologies de à quel moment envoyer de la notification. Par exemple, on est dans les transports à des moments différents, et généralement, c'est un endroit où on aime bien lire des choses, si on capte. Et du coup, c'est des choses qui sont différentes et très personnelles. Notre problématique, c'est que l'autre solution, c'est que vous tous ensemble, on aille régler en fonction de l'heure, en fonction du lieu où on est, en fonction du type de news, qu'est-ce qui nous intéresse. Ça, c'est rigolo, peut-être 3 minutes, mais en fait, ça marche pas. Donc, encore une fois, on va pouvoir utiliser des technos type Craft AI, notamment Craft AI, pour faire ce genre de choses. Donc là, cette démo-là, elle est un peu plus conceptuelle, on va dire. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on a pris des flux RSS
donc des vrais flux RSS qui viennent de Google News. Et on a créé, on a simulé 2 utilisateurs. Donc on a Sarah. Après, la résolution est toute petite. On a Sarah. Sarah, elle aime bien les news de technologie. Elle est intéressée par l'actualité internationale. Et elle lit surtout le matin et l'après-midi. Et Paul, lui, il aime plutôt les news de foot. Et je crois qu'il aime bien. Il est chômeur, je crois, donc il lit des choses toute la journée. C'est des vrais gens. On les connaît d'ailleurs. Et donc là, en fait, ce qu'on a essayé de voir, c'est, ok, donc on a ces gens-là, donc ils vont être intéressés ou pas par les news qu'on va leur envoyer, qui viennent de ces flux RSS, des vrais flux RSS qu'on a récupérés depuis Google News. Et on va essayer de voir si on est capable de filtrer, d'apprendre en fait des filtres de news. Et globalement, ce qui se passe, c'est qu'on fait tourner nos algos de machine learning. Ah, on voit rien du tout, c'est vachement chouette. La résolution est vraiment pourrie. Ça, c'est dommage, c'était vachement bien. Je peux vous montrer juste une image, ça va être cool. Donc en fait, là, ce qu'on graphe, donc je crois que vert c'est Sarah et rouge c'est Paul, c'est le nombre de fois où ils n'ont pas lu une news. Donc le nombre de fois où on leur a envoyé des choses, mais qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'au début, en fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. Donc on va leur envoyer des choses et ils vont assez souvent dire qu'ils ne sont pas intéressés. Alors, il me semble que Sarah est rouge parce qu'elle est intéressée par vachement plus de choses que Paul. Et en fait, on voit que grâce à ce qu'on apprend sur ces gens, donc chacun individuellement, on est capable de modéliser ce qu'ils vont aimer, dans quelles circonstances ils vont l'aimer, si c'est le matin, si c'est l'après-midi, etc. En fait, ils vont de moins en moins, ils vont refuser des informations. Donc, après, là, c'est à l'échelle de 2 semaines. Donc ça, c'est 1 semaine où ça monte globalement. Et on est capable d'apprendre que pour la semaine d'après, donc sur des news complètement différentes, parce que c'est des vraies news qui viennent de Google News, qu'en fait, avec juste 1 semaine d'apprentissage, on est capable de faire un filtrage qui est d'assez bonne qualité pour qu'il y ait beaucoup moins de rejets. Donc ça, c'est des choses que là, on a développées pour montrer, mais qui sont intéressantes dans pas mal de domaines, donc les médias, mais aussi tout ce qui est gestion d'alertes. Donc si on a des gens qui traitent des alertes qui arrivent de systèmes dans une entreprise, ils vont avoir beaucoup d'informations qui vont leur remonter. Et généralement, il y a beaucoup de fausses alertes. Et eux, ils savent ce que c'est qu'une fausse alerte. Mais c'est assez difficile pour eux de modéliser, d'expliquer en fait ce que c'est que la fausse alerte. En fait, l'idée, c'est d'observer ce qu'ils décident comme étant une fausse alerte ou pas, ce qu'ils ne vont pas aller voir comme une alerte, pour ensuite filtrer ces fausses alertes et essayer d'enlever tout ce bruit dans leur workflow quotidien. C'est toujours la même idée. On a modélisé les habitudes des utilisateurs en fonction du type d'alerte, en fonction du type de news, et on utilise ça pour filtrer, à la place d'automatiser les ampoules comme tout à l'heure. Troisième cas d'utilisation. Cette fois, il n'y a qu'une vidéo, donc ça peut que réussir. Donc là, pour le coup, c'est un vrai prototype qu'on a fait avec LCL sur leur application bancaire. Je rentre un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, les banques en général, et donc ce que nous a raconté LCL, c'est que de plus en plus, ils ont toutes les relations avec leurs clients qui vont du côté digital. Donc on échange avec son conseiller par la messagerie, on utilise beaucoup d'applications et on va moins en agence. Maintenant, je pense que tout le monde est content que ce soit comme ça. Mais par contre, les utilisateurs, ils aiment toujours avoir quelque chose de personnalisé, toujours se sentir un client particulier. Encore une fois, ils ont essayé de créer cette personnalisation en analysant leur population d'utilisateurs, en analysant statistiquement, en disant ok, il y a des gens, ils préfèrent qu'on les laisse tranquilles, des gens, ils préfèrent qu'on leur parle beaucoup. Mais en fait, c'est pas suffisant parce que ça capture pas la finesse des différences entre tous les utilisateurs, particulièrement sur le cas d'utilisation dont je vais vous parler. Donc ça, c'est leur problème aujourd'hui. Alors pourquoi la segmentation, ça marche pas? Parce qu'en fait, la segmentation, ça part généralement de la définition de ces segments. On dit, ok, j'ai 4-5 segments avec des typologies différentes, on fait intervenir des designers, des experts qui vont créer des personas, qui vont dire, ok, il y a des gens qui rentrent dans ça. On va définir comment on les traite chacun différemment. Donc ça peut être comment on va communiquer avec eux, quelle information on va leur pousser, comment on va gérer la relation client globalement. Ensuite, on essaye de faire rentrer en fait les gens dans ces différents segments en fonction de leurs données. Et évidemment, on raffine les segments au fur et à mesure. Mais en gros, l'idée, c'est que l'information, elle vient
à la base d'un humain qui essaie de réfléchir comment on va faire. Et de toute façon, le nombre de segments ne sera jamais égal au nombre d'utilisateurs. Et du coup, on met ça en opposition avec de la vraie personnalisation. La vraie personnalisation qui est permise du coup par RTL. L'idée, c'est que on va commencer par récupérer des données. Donc, on va récupérer des données sur l'interaction de l'utilisateur avec sa banque, avec l'application, avec son conseiller, etc. On va être capable, à l'échelle de chaque utilisateur, d'apprendre comment il utilise sa banque, comment il utilise son conseiller, comment il utilise son application. Et du coup, au lieu d'avoir à définir des politiques par chacun de ces segments, on va être capable d'automatiser la création de la politique en observant la manière dont il utilise l'application. En pratique, donc ça c'est les idées en grand du truc et c'est leur motivation à une banque comme le Crédit Lyonnais pour utiliser des technos comme FastAI. Donc ça c'est le principe général de ce que nous on va permettre, c'est d'apprendre de chaque utilisateur, donc à l'échelle d'un utilisateur, son comportement pour d'une part simplifier leur expérience, donc être capable, comme dans la maison, d'automatiser les choses qu'ils doivent faire manuellement, donc simplifier, améliorer les expériences utilisateurs, et rendre les choses plus personnelles, comme dans le cas des recommandations, on va personnaliser en fait le contenu qu'on leur donne. Et alors ça c'est leur grand truc, c'est atteindre l'enchantement client. Alors c'est du vocabulaire de banquier. Je crois que c'est pas vraiment banquier, c'est plutôt un vocabulaire. Je sais pas trop c'est qui parle comme ça. Plus marketing, je crois. C'est les marketeurs qui parlent comme ça. Si vous êtes... J'ai rien dit. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on a fait En pratique, ce qu'on a fait, c'est on a fait un prototype sur des données non bancaires, parce que c'était plus simple de les utiliser, et donc sur les données d'utilisation de l'application. Donc chaque client a son application et va aller dans les rubriques de l'application à des moments donnés, donc il va lancer l'application, aller voir ses comptes, le soir, lancer l'application, faire un virement pour rembourser ses copains, etc. Toutes ces données-là, elles sont envoyées à CraftAI et elles sont envoyées à ce qu'on appelle un agent. Donc un agent, c'est l'entité qui représente le client en l'occurrence. Dans l'exemple d'avant, on avait un agent par lampe. Donc c'est vraiment l'entité qui nous permet d'apprentissage, qui nous permet de faire l'apprentissage. C'est assez fin. Donc ça, on l'a fait pour plusieurs utilisateurs. On envoie donc toutes les données d'utilisation et l'objectif, c'est de personnaliser, d'utiliser ça pour personnaliser l'application, donc pour améliorer l'expérience utilisateur de l'application. Là, en l'occurrence, on s'est limité à la fonctionnalité de solde rapide. Donc, dans l'application du Crédit Lyonnais, il y a, comme dans pas mal d'applications de banque, un moyen d'activer un solde rapide sans se loguer. De pouvoir avoir l'état de ses comptes sans avoir besoin de se loguer. En pratique, personne n'active. Et ils ont bien fait sur le Crédit Lyonnais, parce qu'ils ont mis du temps et de l'argent à développer ça, et ils pensent que c'est un service intéressant. Et du coup, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur et qu'on pouvait faire avec les données qu'on avait. Donc l'idée, c'est, on va apprendre à quel moment vous allez voir effectivement vos comptes. Donc quand vous êtes chez vous et qu'il est entre 21h et 22h, que à la télé c'est pas très intéressant, vous allez voir vos comptes. Et du coup, on va vous proposer d'activer cette fonctionnalité-là uniquement à ce moment-là. Et du coup, au moment où vous avez besoin d'aller voir vos comptes, en fait, que proactivement, il n'y a pas besoin de se loguer et que vous ayez déjà l'information. Je sens qu'il y a une merveilleuse vidéo qui explique ça plus en détail. Donc là, on a fait de l'apprentissage sur le planning, mais aussi sur la localisation des gens. Donc en gros, là, on se met à l'échelle d'un utilisateur. Donc on va voir tous les événements qui vont se passer dans l'application. À 9h07, je me suis connecté, j'ai connecté mon solde. C'est ce que voilà, dans l'application ça donne quoi? Je me connecte, nanana, je rentre mes comptes, je me trompe 2 ou 3 fois. Voilà, j'ai plein d'argent. Et je vais voir mon solde et je me déconnecte. Du coup, on note toutes ces choses-là. Donc en gros, là, on a un utilisateur qui travaille à Villejuif et qui visiblement habite dans le 2e, on va dire, et qui regarde son solde à ce moment-là. Donc nous, on apprend basé là-dessus, et à bout d'un moment, en fait, on est suffisamment sûr du planning de cette personne, et on lui propose, on lui dit, ok, j'ai vu que tu regardais ton compte souvent à ces moments-là, sais-tu que tu peux activer le solde en un clic à ces endroits et ces moments-là? Bien sûr, j'accepte, parce que sinon, c'est pas une bonne démo.
Et voilà, du coup, en fait, à ces moments-là, donc uniquement à ces moments-là, donc au moment où l'utilisateur qui part est confortable par le fait de pouvoir voir son compte sans avoir à se loguer, en fait, il peut maintenant voir son compte sur la page d'accueil, donc sans avoir besoin de se loguer, de se tromper de mot de passe et d'aller tout au fin fond de l'application. Donc ça, c'était la première étape, bien sûr, de ce proof of concept, mais en gros, ça leur a donné pas mal d'idées sur quoi faire après. Donc sur deux axes, en fait. D'une part, toujours essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc par exemple, en recommandant en fait des opérations ou en proposant des opérations, si on sait que quelqu'un fait des virements récurrents et qu'on est capable d'apprendre dans quel contexte il va faire ces virements-là, de la même manière que proactivement on peut lui montrer son solde, on va pouvoir proactivement lui donner l'écran de virement. Et du coup, l'idée c'est que magiquement, au moment où j'ai besoin de faire un virement, je sorte mon téléphone et que j'arrive sur le truc de virement. Si on détecte que le soir à 23h, qu'on est vendredi ou samedi, généralement je fais un virement pour rembourser mes copines du resto, ben, on va pouvoir le faire automatiquement. Et du coup, même un peu éméché dans un Uber, on peut arriver à faire le virement. Justement, est-ce qu'à 3h du matin, on a planqué l'Uber? Alors ça après, on peut super... Alors, remarque intéressante, c'est-à-dire que là je vous ai montré des choses complètement automatiques qui, quelque part, peuvent faire un peu peur. Ce que je vous ai montré aussi, c'est que les règles qu'on avait appris, c'était un arbre de décision. Cet arbre de décision, en fait, il est compréhensible non seulement par un humain, mais il est aussi compréhensible par un programme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement overrider des règles et du coup décider qu'il y a une règle métier qui dit que, bon, à partir de 3h du matin, on considère que non, il n'y a pas le droit de faire de virement, de toute façon, c'est pas safe les virements à partir de 3h du matin. Et du coup, on peut vraiment avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des choses qui sont complètement apprises, et des choses qui viennent de l'expertise métier et qui viennent du métier, en fait. Bon. Deuxième qualification rigolo, c'est aider aux finances, enfin, ouais, à la gestion des finances, et notamment être capable d'apprendre les mouvements du compte normaux, en tout cas habituels, et de pouvoir du coup lever des alertes quand il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Donc ça peut être de la détection de fraude, mais ça peut être aussi simplement, là, ton solde est un peu bas par rapport au jour dans le mois, et par rapport aux opérations qui sont déjà passées. Peut-être que tu vas avoir des agios, mais comme je suis une banque sympa, je te recommande plutôt de récupérer de l'argent depuis ton fonds d'épargne pour éviter d'avoir à payer des agios. Il y a aussi de pouvoir recommander des produits en fonction des habitudes, donc d'être capable de comprendre ce modèle qu'on a appris, qu'il est explicable et qu'il est utilisable sous la forme de décision, pour recommander des produits. Et donc ça, c'est côté client. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tous ces modèles appris qu'on a fait sur chaque client, en fait, ils peuvent aussi être utilisés du point de vue du conseiller, et du coup de pouvoir faire de la recommandation d'Express Action, c'est-à-dire en gros quel est le produit que je vais proposer, quelle est la prochaine action commerciale que je peux faire avec un client, est-ce que c'est malin de le contacter proactivement parce que j'ai détecté que d'habitude dans ce genre de situation-là il ne va pas tarder à me contacter, ce genre de choses. Donc, on a plein de champs de possibilités ouverts à partir d'un POC qui est globalement assez simple et qui a été fait sur des données, qui a été fait rapidement sur des données qui étaient non bancaires. C'est pour ça qu'il a été fait rapidement. Donc ça, c'était 3 cas d'utilisation de Crafteria. Maintenant que vous avez, j'espère, à peu près compris ce qu'on fait, je vais essayer juste de remettre tout ensemble, et avec ma super longue phrase. Crafteria, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une API de machine learning, donc on fait de l'apprentissage artificiel, on va utiliser des technos d'intelligence artificielle pour apprendre des habitudes, qui permet de créer des modèles de décision, donc ces arbres de décision que vous avez vus, qui sont actionable dans le sens où on peut les utiliser comme un modèle d'analyse, mais on peut surtout les utiliser pour faire des décisions, pour automatiser des choses. Et le différenciant par rapport à beaucoup d'approches de machine learning et d'IA, c'est qu'on fait ça à l'échelle d'un utilisateur. Donc à partir des données d'un utilisateur, des données du contexte d'un utilisateur, on va apprendre quel est son comportement. Et on fait tout ça en temps réel. C'est-à-dire que l'application du LCL, continuellement, elle apprend, et donc tous les jours, on a un nouveau modèle mis à jour qui va permettre de prendre de nouvelles décisions. En termes de grandes fonctionnalités, donc ce que j'ai dit, on travaille avec peu d'informations, on travaille avec les données d'un seul individu. Donc contrairement à des algos qui sont orientés plus big data, où on va avoir des populations entières d'individus avec beaucoup de données, là on a besoin de pouvoir fonctionner avec peu de données, on a aussi besoin de pouvoir fonctionner rapidement. Dans le cas de la recommandation, vous avez vu, ça converge au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, on a déjà
quelque chose qui est visiblement meilleur, où il y a moins de refus. Une bonne développeur expérience, donc on utilise tous les standards, tous les trucs classiques d'une API REST. Notre API en fait a trois routes globalement, après il y en a quelques-unes autour, mais on peut utiliser l'API avec 3 routes. Je crée un agent en décrivant sur quelles données il va travailler. Au fur et à mesure, je pousse les données. Je dis, là, il a été ouvrir son compte à 9h, là, il a été faire un virement à 10h. Et ensuite, je récupère l'arbre de décision. Quelque chose qui nous tient à cœur dans ce côté white box, boîte blanche. Pareil, c'est quelque chose qui nous met en opposition par rapport à des algos de machine learning basés sur des réseaux de neurones et tous les trucs un peu à la mode deep learning, etc. Toutes ces méthodes-là sont très bonnes pour fonctionner sur beaucoup de données et pour faire des trucs très très complexes, mais par contre, le modèle qui est généré, le modèle qui est appris, c'est quelque chose qui est pas utilisable, en fait, qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi un détecteur de chat dans une photo, il a détecté un chat dans une photo. Et du coup, s'il fait des choses bizarres, on n'est pas capable de comprendre pourquoi il les a faites. Et le dernier grand point de ce qu'on fait, c'est que notre modèle est hybride dans le sens où, côté cloud, donc dans l'API, on génère les arbres de décision, mais ensuite les arbres de décision peuvent être utilisés en local, donc peuvent être utilisés sans Internet. Dans le cas d'objets connectés, là où c'est intéressant, c'est que une fois par jour, admettons, on va aller envoyer à notre API les nouvelles données, on va récupérer un modèle de décision mis à jour, et on va pouvoir l'utiliser en local pendant toute la journée, même quand il n'y a plus de connexion Internet, sans avoir besoin d'utiliser de la bande passante. Value proposition. Donc en 3 points. Améliorer l'expérience utilisateur. Notre idée, c'est qu'on va permettre à des développeurs d'applications de services d'améliorer l'expérience utilisateur en utilisant les données qui sont déjà récupérées, en fait, la plupart du temps. Deuxième value proposition, on va pouvoir optimiser ce qu'on fait avec l'utilisateur. Donc en gros, la quantité de services qu'on peut lui vendre, parce que en le connaissant vraiment personnellement, on va pouvoir automatiquement adapter l'offre à ce que lui a envie, et du coup faire quelque chose qui lui convient beaucoup mieux. En filigrane, lui vendre plus de choses. Et surtout, comme tout API, et comme ça a été déjà noté, l'idée c'est de mettre l'expérience de notre équipe, qui est une équipe d'experts en IA, au service de gens qui ne se connaissent pas en IA, et du coup de réduire leur time to market, donc de réduire le temps qu'ils vont mettre à créer des nouvelles fonctionnalités. Hop. J'ai pas oublié un truc. Non, j'ai pas oublié un truc. Ça, c'est nous. On est 11. On a été fondé en 2015. On a levé de l'argent auprès d'un fonds qui s'appelle Thalys, qui est le fonds qui a revendu Exalit d'Asso System pour ceux qui connaissent. Et donc, la version actuelle du produit, elle est en bêta depuis avril à peu près. Là, on étend au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aller vous enregistrer sur beta.craft.ai pour utiliser l'API. Et donc ça, c'est la version du produit. Et à côté de ça, je vais rajouter ce slide, c'est pas le bon endroit. À côté de ça, on travaille déjà avec pas mal de gens. Donc je vais vous parler du LCL. GFI, qui nous suit depuis le début, qui est une société de service. On travaille avec leur branche innovation pour faire des projets dans le domaine de la smart home et dans le domaine des assistants. La Poste, qui nous a sélectionné, donc qui développe un hub d'interconnexion d'objets connectés, qui s'appelle le hub numérique. Et qui nous a sélectionné dans leur programme French IoT, grâce à qui on a été à Las Vegas au CES en janvier, et avec qui on travaille pour intégrer CraftAI au sein du hub numérique et pour faciliter la vie donc, des développeurs qui vont pouvoir faire des services au-dessus des objets connectés qui se connectent par le hub numérique. Avicen, Tieto qui travaille dans le domaine des objets connectés, et Canonical avec qui on a été partenaire pour le Mobile World Congress. Et je voulais juste revenir là-dessus, parce qu'on n'est pas la seule API d'IA dans le monde. Donc je vais donner un peu un aperçu de ce qui existe dans ce domaine. Donc ça, c'est, alors pour ceux qui ont déjà fait de l'IA en école d'ingé ou je ne sais pas quoi, c'est une boucle de perception décision-action. C'est le truc classique qu'on utilise. L'idée, c'est qu'on a le monde réel. On va devoir déjà percevoir des choses de ce monde réel. Donc là, il y a toutes les API qui sont liées à la compréhension de langage naturel, à la compréhension d'images. Donc on peut noter, on a déjà parlé d'Amazon Alexa, qui est globalement une API qui permet de comprendre des ordres en langage naturel. On a les Français de Recast.ai qui font à peu près la même chose, en beaucoup plus simple du coup d'utilisation. Angus.ai qui eux se focalisent sur l'acquisition de données vidéo et l'acquisition de données sonores. Donc
qui est capable, avec une caméra et un micro, de compter le nombre de gens dans une pièce, de savoir s'ils sont contents, pas contents, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, quel est l'âge moyen, ce genre de choses. Vive aussi, Vive, c'est les anciens de Syrie qui ont été monter une boîte et qui ont annoncé leurs produits il y a quelques mois, semaines, qui est en fait un framework de création de bots, et notamment, donc il s'attache particulièrement à la perception, donc tout ce qui est compréhension du langage naturel. De l'autre côté, on va avoir tout ce qui permet à l'IA d'agir sur le monde réel. Alors le monde réel, dans notre cas, ça peut être des choses aussi vastes qu'un CRM, Salesforce. Ça peut être des objets connectés. Donc on a des choses comme le numérique de la Poste, comme Apple HomeKit, qui sont des API qui permettent d'interagir avec le monde réel. Facebook Messenger, je le mets dans cette catégorie-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme et c'est une API qui permet d'envoyer des messages texte, comme Twilio, etc., mais qui permet d'interagir en texte avec le monde réel, encore les utilisateurs. Maintenant, il commence à y avoir des trucs liés à la robotique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Buddy, des Français de Go for Robotics. Aujourd'hui, leur objectif, c'est pas de juste sortir un robot qui se suffit à lui-même, c'est de créer des API qui permettent à des développeurs de créer des services au-dessus de ce robot-là. Et du coup, qui permettent d'interagir, pour le coup, avec le vrai monde réel. Et donc nous, on n'est ni de ce côté-là, ni de ce côté-là, on est en fait au milieu, et on va permettre d'utiliser ces données qui sont perçues, des données du monde réel, pour prendre des décisions. Et du coup, dans cette catégorie-là, on a les gens d'IBM, avec Watson, qui est en fait une collection d'API. Certaines sont dans cette catégorie-là, mais la plupart sont là, où ils vont utiliser les connaissances apprises pour créer des grandes bases de données capables de chercher de l'information à l'intérieur et de décider de cette information-là. On a des Italiens, Atuma, qui font aussi de l'apprentissage des habitudes dans le cadre des objets connectés. Donc là, c'est juste une petite partie. Tout ce qui est IA, traditionnellement, on le met plutôt de ces deux côtés-là. En fait, il faut bien se rendre compte que de l'autre côté, les gens qui font de la robotique notamment, ils ont besoin aussi d'IA pour mettre un pied devant l'autre, pour se déplacer dans un bureau, pour faire des choses assez triviales qui nous paraissent très simples, mais qui en fait sont assez compliquées quand on est un robot. Voilà, j'ai fini. Donc, allez sur beta.craft.ai et enregistrez-vous. Following sur Twitter. Je crois qu'il nous reste 8 followers pour atteindre 600. Et du coup, ça serait bien d'y arriver ce soir. Et n'hésitez pas à m'envoyer des mails et à venir me parler pour parler de Craft AI. Tu as beaucoup parlé du fait que vous concentriez à l'échelle d'un individu. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut comprendre que vous ne cherchez pas à mettre des informations en commun entre deux individus? C'est vraiment segmenté complètement? Ou est-ce qu'un jour, vous allez aussi chercher à faire des recoupements de masse, etc. En fait, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on se concentre à l'échelle d'un individu, donc on crée ces modèles de décision, ces arbres de décision par individu. Après, on a pas mal de choses une fois qu'on a appris ces modèles, en fait, on peut en faire pas mal de choses. On a déjà des idées pour les comparer entre eux, pour être capable de comparer un individu à des individus qui lui ressemblent et voir comment son modèle est différent. Et aussi, une idée qu'on a et qu'on mettra en application dans un futur plus ou moins proche en fonction des priorités, c'est de pouvoir mettre en commun les modèles d'individus qui se ressemblent pour prendre une décision. Quand on n'a pas suffisamment d'informations chez quelqu'un, on peut se dire, bah, du coup, si lui il ne sait pas, en fait, peut-être que je peux avoir un fallback qui va être d'aller demander à son voisin. Dans des cas d'utilisation, ça ne fait pas du tout de sens. Par exemple, pour de la maison connectée, ça ne fait pas vraiment de sens parce que c'est pas parce que moi j'allume ma lumière à 20h et que mon voisin va l'allumer à 20h02 ou à 19h58, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, mais par contre, dans certains cas, notamment tout ce qui est user experience dans des applications, tous les cas liés au marketing, la relation client, en fait, là, ça peut avoir un vrai sens. Donc pour l'instant, non, mais en fait, c'est déjà prévu pour tout ce qui est comparaison de modèles et après des choses au-delà. Sur le CalCL, c'est une expérimentation ou ça tourne en temps réel systématiquement maintenant pour l'ensemble des clients? Non, c'est une expérimentation qui a été faite dans l'application mobile, mais sur et donc ils l'utilisent régulièrement en fait pour enrichir l'expérience. Non, pour l'instant, elle est. Pour l'instant, mais
peut-être plus pour très longtemps, c'est pas en prod. Ça a été fait dans le cadre d'une expérimentation. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur qu'il y ait plutôt réticence au niveau des utilisateurs, la personnalisation un petit peu poussée, par exemple sur l'appli Excel, est-ce que les gens vont pas être un petit peu absents en dire, ils m'ont dit, oui, tu connais que tous les soirs à telle heure, alors sur le cas de l'application LCL, c'est assez rigolo parce que le métier du LCL ne voulait pas que ça soit un truc qui soit fait automatiquement, mais en même temps, on a eu beaucoup de mal à trouver la manière de présenter les choses. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est d'utiliser c'est comme si c'était le conseiller qui envoyait un message pour dire je vais vous aider à faire ça. Et effectivement, il y a toute une question de présentation du service. Après, nous, on est convaincus que oui, c'est un sujet, mais qu'en fait, c'est un sujet secondaire par rapport au service rendu. C'est-à-dire que si le service rendu, il est bien, et que le trade-off, il est explicite, en fait, ça va intéresser les gens. En fait, en pratique, c'est déjà le cas, parce qu'aujourd'hui, les services sur Internet, en l'occurrence, qui ne sont pas dans la vraie vie, font ce trade-off. Enfin, tous les utilisateurs de ce genre de service font ce trade-off déjà. Aujourd'hui, quand on utilise Facebook, on accepte qu'en fait, les données sont utilisées pour vendre de l'espace publicitaire. Plus ou moins consciemment, on fait le trade-off. Est-ce que ça risque pas de renforcer les utilisateurs dans les habitudes Si, mais en fait, si. En fait, nous, notre point de vue, c'est qu'on est foncièrement très très feignant, et que si on peut avoir quelque chose qui va faire ce qu'on a envie de faire avant qu'on ait besoin de le faire, on est très content. Mais effectivement, c'est quelque chose qui renforce des utilisateurs dans leurs habitudes. Alors, le corollaire contraposer ça, c'est que Crafteria, c'est aussi quelque chose qui peut être très utile et qui est des sujets sur lesquels on est consulté dans tout ce qui est coaching. Un coach sportif, nutritionnel, aujourd'hui, quand on le télécharge sur un smartphone, etc., il va donner, en fait, soit il va vous demander dans quel segment vous êtes pour vous proposer un truc personnalisé, mais en fait qui n'est pas vraiment personnalisé, parce que c'est vous qui avez choisi comment ça va être personnalisé. Mais en général, ça va être au mieux des arbres de conseils en fonction des réponses données des fois, et au pire, ça va être, et la plupart du temps, en fait, c'est juste des programmes, et donc une suite de messages informatifs. Le coaching, aujourd'hui, des applications de coaching. Avec Crafteria, on est capable d'apprendre les habitudes pour adapter le message de coaching, justement. Et du coup, pour inciter un changement d'habitude qui est lié aux habitudes actuelles. Merci. Dernière question. Et si on veut changer d'habitude, justement, si par exemple, on change de pays ou... Ouais. Je vous ai montré, j'ai essayé de vous montrer avec la résolution, qu'on arrivait à converger assez vite la première fois. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre, là en l'occurrence sur le truc des news, on est capable d'apprendre en une semaine quel type de news vous intéresse. Et en fait, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on est aussi capable de désapprendre. Et c'est un travail qu'on a fait qui est justement d'un point de vue algorithmique. Comment on fait pour désapprendre quelque chose qui a été appris et pour que ça ne soit pas trop long. Parce qu'en fait, si on applique des technos de manière basique, si pendant un an vous avez eu la même habitude et que vous changez d'habitude, vous aurez besoin de contredire l'IA pendant un an. Ça, c'est pas vraiment acceptable. Et du coup, on a fait pas mal de travail pour qu'il n'y ait pas ce problème-là et que pour que le désapprentissage se fasse aussi rapidement en fait, que le premier apprentissage. Donc c'est fait pour. Parce que l'apprentissage, c'est en fait lié par l'identification d'un élément pondérateur fort. En fait, non. Ça va être lié à... Donc c'est une des choses qu'on demande aux développeurs, c'est en gros de nous donner le temps, enfin, qu'est-ce qu'ils considèrent comme un temps, comme un temps normal qu'est-ce qu'ils considèrent comme du bruit ou pas du bruit. Donc l'idée c'est qu'on ne veut pas, par exemple si on parle d'un volet roulant, si un après-midi on joue avec le volet roulant parce que c'est rigolo de jouer avec un volet roulant, on ne veut pas que ce soit pris en compte dans l'apprentissage. Mais par contre, si on contredit une fois, deux fois, trois fois le réglage, que ça soit
appris, justement. Et donc ça, c'est des choses qui sont réglées, qui dépendent vraiment du cas d'utilisation, et donc du coup qui sont réglées par le développeur quand il utilise l'API. Mais c'est un des rares paramètres qu'on expose. On essaie vraiment de limiter au maximum les paramètres exposés pour vraiment que ce soit plus facile à utiliser.